Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon des circonscriptions de l'ex-région Poitou-Charentes avec la deuxième circonscription de la Charente. Nous sommes là, vous le voyez, dans la moitié sud du département qui englobe toute la région de Cognac et nous avons 4 invités sur ce plateau. Marianne Reynaud-Jean-Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate du Parti socialiste, maire adjoint de Cognac. Vous êtes la fille de la députée socialiste sortante, Maryline Reynaud. Vous étiez aussi son assistante parlementaire. Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Les Républicains UDI. Vous êtes arboriculteur et maire de la commune de Reignac. Vous êtes conseiller régional et vous étiez déjà candidat en 2012 à ces législatives. Sandra Marceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate de la République En Marche. Vous êtes conseillère municipale de Saint-Même-les-Carrières et vous êtes déléguée suppléante à la communauté de communes du Grand Cognac Agglomération. Et enfin, Nathalie Jably, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de la France Insoumise. Alors, je vous invite à découvrir maintenant la liste des 8 autres candidats présents dans cette circonscription. Virginie Anguenot pour l'UPR, Pascaline Brisset d'Hiver Droite, Pascal Lacourari, Europe Écologie Les Verts, Isabelle Lassalle du Front National, Alain Marquet pour Lutte Ouvrière, Claudine Poncy pour le Front de Gauche, le Parti Communiste, Didier Tauzin d'Hiver Droite et Catherine Tournery de Région et Peuple Solidaire. J'ajoute que nous avions invité Madame Isabelle Lassalle, conseillère municipale de Cognac et candidate du Front National, mais elle a dû décliner notre invitation en raison de ses obligations professionnelles. Marianne Reynaud, la première question, Madame Reynaud-Jean-Didier, s'adresse à vous. Votre maire a dit, en parlant de ce mandat qui s'achève, que c'était un mandat merdique. C'est son expression. Est-ce que cela ne signifie pas que, pour prendre le relais, tenter de reprendre le flambeau, au Parti socialiste, on est dans un contexte extrêmement difficile? Alors effectivement, ça a été un mandat assez difficile, notamment au niveau national. Alors c'est son bilan à elle, ce n'est pas le mien. C'est bien elle qui était députée, pas moi jusqu'à présent. Mais après, il faut déconnecter aussi la partie sur le travail sur le terrain et la proximité. Quand elle a parlé d'un bilan merdique, c'était vraiment au niveau national et pas au niveau local, puisqu'on a quand même pu travailler sur le terrain, sur cette circonscription pendant toutes ces années et qu'on a pu y faire du très bon travail au niveau local. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'il y a un risque de sanction de cette majorité sortante? Peut-être ou peut-être pas. Je pense qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Là, on se base toujours beaucoup sur les résultats des dernières élections nationales, que ce soit les élections présidentielles, les élections régionales. Mais on voit bien qu'aussi, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte dans cette élection, qui reste quand même, à mon sens, une élection semi-locale. Alors, Sandra Marceau, vous incarnez-vous la République En Marche et prétendez incarner le renouvellement, on l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron. Vous faites partie des candidats qui ont déposé une candidature par Internet pour obtenir cette investiture aux élections législatives. Est-ce que, quand on est choisi quelques semaines avant le scrutin, on est vraiment prête à être député? Déjà, avant de candidater, c'était possible seulement sur Internet, donc forcément. Après, avant de candidater, on se pose la question. On ne le fait pas d'un simple clic non plus, même si c'est assez facile de le faire. Ça se réfléchit avant. Et puis, alors, par contre, je ne l'ai pas su plusieurs semaines avant, je l'ai su la veille. Oui, non, pas la veille, d'ailleurs. Au lendemain du deuxième tour, le mardi ou le mercredi suivant le deuxième tour de la présidentielle. Je l'ai su le jeudi, quand ça a été annoncé, voilà. en fait. Normalement, on nous avait annoncé qu'on devait le savoir quelques jours avant. Et en fait, je l'ai su 5 minutes avant, on m'a appelé. Voilà. Alors, juste un mot. Vous avez, par exemple, le soutien de la conseillère régionale UDI, et j'en demanderai un mot tout à l'heure à Daniel Sauvêtre, Véronique Maranda, qui est maire de Ségonzac, qui est première vice-présidente de la communauté de communes du Grand Cognac. Alors, je sais bien que les clivages aujourd'hui ne veulent plus rien dire, mais où est-ce qu'on vous situe? À gauche, à droite? Alors moi, c'est vrai que je ne m'inscris pas du tout dans les partis traditionnels puisque je n'ai jamais été encartée. J'avais certes, j'ai eu ma sensibilité, je l'ai toujours, mais moi je m'inscris vraiment en tant que citoyenne dans un mouvement qui veut être transpartisan et aller de l'avant, vraiment. Donc la conseillère régionale, il se trouve que Véronique Maranda, on s'est retrouvés à l'inauguration de la foire de Jean-Sac-Lapalu et que là, elle m'a témoigné ça, mais c'était pas prémédité du tout. Je pense qu'entre femmes avec du tempérament, on se connaît à l'agglo, il y a peut-être une reconnaissance de quelque chose entre nous, de femmes qui veulent faire des choses. Alors Daniel Sauvêtre, justement, vous étiez déjà candidat en 2012, vous avez été battu par Maryline Reynaud au second tour avec 43% des voix.
comment vous réagissez au fait que l'UDI, en quelque sorte, se fracture et que Mme Maranda aille plutôt vers Mme Marceau que vers vous, qui êtes le candidat naturel de la famille de la droite? Une autre position, celle de Jérôme Sourisseau, qui avait souhaité lui aussi participer à cette recomposition, et quand il a vu l'annonce de la candidature de Sandra Marceau, il a dit « je soutiens bien les Sauvettes ». Donc vous voyez, on est dans des moments un peu troublés où chacun essaie de retrouver ses petits, ce qui n'a pas l'air simple. Voilà, mais clairement, vous êtes le candidat de la droite et du centre dans la circonscription. Je suis le candidat de la droite et du centre depuis le mois de juin de l'an passé, puisque les investitures ont été données par les Républicains l'an passé, et puis la confirmation de l'accord national LR-UDI plus récemment, mais je suis le candidat de LR-UDI. Alors en Charente, on l'a vu, il y a eu la victoire de Xavier Bonnefond municipal à Angoulême. Le conseil départemental a basculé à droite avec l'élection de M. Bonneau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le contexte est beaucoup plus favorable qu'en 2012 où les trois députés étaient à gauche? Le contexte est plus favorable qu'en 2012 puisque je suis tous les jours sur le terrain et je sens qu'il y a une vraie aspiration au changement. Alors pour autant, je sens aussi que les Français souhaitent que la France réussisse, que le président élu ait la possibilité de réussir. Et puis, vous l'avez dit, on est dans une situation de recomposition où on est toujours un peu troublé, puisque mon engagement politique qui est de 95, la démocratie libérale, avec Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau. Aujourd'hui, je vois un président élu qui se revendique de la famille des libéraux, un Premier ministre qui est issu de nos rangs et avec qui je partage beaucoup de choses. Donc vous comprenez bien que dans cette situation, je reste droit dans mes bottes avec mes convictions profondes, mais forcément avec une volonté d'être constructif vis-à-vis de tout ce qui se passe. Juste un mot, François Fillon, on va le voir, avait obtenu 19,2% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, un score sensiblement supérieur à sa moyenne nationale dans la circonscription. Et pourtant, vous avez face à vous deux candidats qui se revendiquent d'hiver droite dans cette circonscription. Il y a donc Didier Tauzin, le général Didier Tauzin, qui a failli être candidat à l'élection présidentielle, qui n'a pas eu les 500 signatures. Et puis Pascaline Brisset, qui s'est elle-même revendiquée de l'UDI. Est-ce que c'est de nature à affaiblir votre candidature? Ce n'est jamais très bon d'avoir un peu de division dans un camp, forcément. Mais la situation est celle-ci, je n'y peux rien. Alors, on va se tourner maintenant vers la candidate de la France Insoumise, Madame Jablier. On a vu que dans cette circonscription, il y a deux candidats de la France Insoumise, enfin de ce qui était le score de Jean-Luc Mélenchon, plus exactement, oui, puisqu'il y a à la fois une candidature, donc la vôtre, et également une candidature Front de gauche du Parti communiste. On l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi cette division ? Écoutez, je regrette qu'il y ait une division, mais simplement nous avons fait à la France Insoumise une campagne depuis toujours sur un programme. Nous demandions à nos soutiens de signer une charte et de s'engager, en tout cas pour les candidats, à défendre ce programme et à le porter. Les candidats communistes n'ont pas souhaité signer la charte. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des communistes insoumis qui sont à la France Insoumise. Ça ne leur pose pas de problème. Donc voilà, je regrette que les discussions n'aient pas abouti. En même temps, Pierre Laurent, depuis janvier, disait qu'il n'y aurait jamais d'accord avec la France Insoumise. Et malgré ça, il y a eu des discussions, 6 rencontres, 6 retournements de la part du PC avec la prise à témoin de la presse. Donc on ne pouvait pas vraiment discuter dans de bonnes conditions. Mais idéologiquement, il y a vraiment une différence aujourd'hui ? Il y a des différences dans le programme quand même, mais surtout dans le fait d'être un groupe soudé et de ne pas arriver à l'Assemblée dispersée. On voulait éviter à un moment qu'il y ait des candidats qui tiennent un discours localement et qui fassent, en gros, qui votent différemment à l'Assemblée. C'est tout. On veut être fidèle au programme plutôt qu'au parti. Voilà. Donc la candidate du Parti communiste et du Front de gauche, c'est Claudine Poncy. Donc dans cette circonscription, on va voir. Et moi, je suis la seule candidate France Insoumise. Voilà. Dans cette circonscription, en tous les cas, il se trouve évidemment la plus grande partie du territoire de Cognac et de la production qui va avec. Et le premier enjeu dans ce territoire, c'est l'économie de la viticulture et de la boisson Cognac. Depuis de nombreuses années, cette profession s'est structurée pour défendre ses intérêts avec succès, mais jamais vraiment sans l'aide de son député ou de sa députée. Voyez le reportage de Tanguy Squazec et Laurent Gauthier. Celui-ci, c'est un chai très humide. Donc, qui dit chai très humide dit évaporation en alcool
importante, alors que quand on a un chai sec, évaporation en volume importante, mais pas en alcool. Jean-Bernard Delarquier est le président du BNIC, le Bureau national interprofessionnel du cognac, une structure qui existe depuis 1946 et qui est devenue très puissante, notamment grâce à des liens étroits toujours entretenus avec les hommes politiques qui représentent le territoire. Quand on va élire un député, nous, on va lui demander d'être à nos côtés. Et un député, on n'en a pas besoin aujourd'hui, hier ou demain, on en a besoin tous les jours. Donc on va commencer dès son élection par le sensibiliser à notre problématique. Et tout au long de son mandat, on va l'accompagner de manière à ce que le jour où il ait besoin de soutenir un dossier qui nous concerne, qu'il en ait une parfaite connaissance. Il faut dire que les enjeux sont très importants. 75 000 hectares de vignobles, plus de 4 500 viticulteurs, plus de 120 bouilleurs de profession, 280 négociants et de grandes maisons de renommée internationale. L'interprofession suit de très près l'évolution des lois et des règlements. C'est surtout pour nous de mettre en avant les intérêts de la filière, les intérêts de nos ressortissants et toujours dans le cadre de la défense de l'appellation. On peut parler aussi de tous les aspects fiscaux par rapport justement à la compétitivité, comment s'assurer que nos producteurs, nos négociants puissent être aussi compétitifs dans un monde qui est aujourd'hui global. Sur le chiffre d'affaires colossal du cognac, près de 2,9 milliards d'euros, 98% est réalisé à l'export. Là encore, un gros travail de lobbying. On a besoin d'avoir des gens et des élus de territoire qui nous défendent de manière conséquente, parce que si vous ramenez à l'échelle de notre pays, et les élus du territoire sont aussi chargés de gérer un pays, eh bien, je vais dire que nous sommes quand même l'activité viticole, la deuxième activité exportatrice française après l'aéronautique. Et en retour, forcément, chaque évolution du marché a de très fortes implications sur l'économie du territoire. Marianne Reynaud-Jean-Didier, on se souvient que à la fin des années 90, quand votre mère était députée de la circonscription, il y a eu un peu d'agitation avec les producteurs de cognac. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les propositions que vous portez sont compatibles avec les intérêts qu'on vient d'entendre ? Ah bah bien sûr. Alors déjà, je voudrais faire une petite remarque sur le reportage qu'on a vu. Quand il est dit que le député n'a pas accompagné sur les dossiers, enfin, je pense dernièrement à la libéralisation des droits de plantation. Nous étions ministère aux côtés de la profession et de l'interprofession. Je pense quand il y a eu les problèmes de forfait, nous sommes aussi allés au ministère avec les viticulteurs. Quand il a fallu défendre les taxes sur le pinot, nous sommes montés au créneau sur les taxes sur le pinot. Je pense que le parti pris de M. Delarquier n'est pas très honnête dans le reportage que vous avez fait. Mais évidemment que demain, les propositions qu'on fait sont compatibles. Et évidemment qu'il faut continuer à accompagner la profession sur tous les grands enjeux de la filière cognac demain. Et c'est d'ailleurs, par exemple, pour ça que je participe déjà au groupe de travail sur la Spirit Valley. Daniel Sauvette, vous êtes vous-même producteur d'eau-de-vie en marge de vos activités d'arboriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la députée socialiste sortante a été une bonne ambassadrice de la profession ? Je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça que je suis candidat d'ailleurs. Parce que, et mieux en quoi alors ? Mieux en quoi ? Vous savez, en ce moment, on a vraiment besoin que l'interprofession puisse maîtriser légalement combien on produit et quelle surface nous pouvons avoir de vignes. Donc il y a des choses de fait, mais il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le carcan réglementaire ne permet pas d'être parfaitement à l'aise sur cette maîtrise par l'interprofession des volumes produits et des surfaces qui sont plantées. Donc sur ce sujet-là, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Mais il y a un autre sujet aujourd'hui qui est plus immédiat, qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est que la région viticole vient de souffrir un gel catastrophique depuis il y a quelques jours, puisque on a sans doute un potentiel de production qui a été réduit d'au moins 40%, et on va avoir des situations particulières très difficiles à gérer, puisque tous les viticulteurs n'ont pas le stock ou l'assurance ou la réserve climatique qui leur permettra de passer cette année extrêmement difficile. Donc là, il va vraiment falloir, en plus de ce que font aujourd'hui les banques, que les pouvoirs publics mettent tout ce qu'il est possible comme facilité pour pouvoir aider à passer le cap pour souvent des jeunes viticulteurs nouvellement installés. Audrey Bourrelot, Sandra Marceau a été nommée conseillère auprès du président Emmanuel Macron. Elle est des Deux-Sèvres, elle vient de la filière viticole. Est-ce qu'elle peut vous aider à faire entendre, si vous êtes élu député, la voix des producteurs de cognac auprès du gouvernement et du président ? Tout à fait. Je crois que tous les relais que nous aurons, si nous avons une majorité, seront à utiliser pour défendre cette filière, enfin pour la soutenir dans ses projets en tous les cas.
Et vous seriez quel député vis-à-vis de cette profession qui, on vient de le dire, représente 4500 producteurs? Mais la députée de tous les citoyens déjà et de toutes les filières, dont la filière cognac, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture cognac aussi, il y a quand même tout le sud Charente qui est quand même un peu souffreteux en matière de polyculture élevage, il ne faudra pas l'oublier. Donc c'est la députée qui soutiendra toutes ces filières, y compris le cognac dans ses projets. Et je dois dire qu'il y a quand même un enjeu aussi de trouver, certes, il y a une réglementation qui est peut-être contraignante. Ça, je crois qu'il faudra faire un vrai état des lieux, mais il faut bien penser à veiller à un équilibre pour que les viticulteurs eux-mêmes soient, et ça c'est dans le projet d'Emmanuel Macron, bien rémunérés par rapport à leur oui, la rémunération du produit. Bien alors là, sûr. sur le Donc, cognac, quand même, Non, les mais viticulteurs bien sont sûr. aujourd'hui bien rémunérés. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à une trop grande libéralisation, il faut trouver toujours dans le projet un équilibre pour que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire... Justement, on n'est pas dans une notion de libéralisation, on est une notion de maîtrise. La belle histoire du cognac, ça a été une appellation qui devient de plus en plus parfaitement maîtrisée par tous les acteurs de la filière. Et ce que l'on souhaite, c'est d'aller encore plus loin, puisque ce qui fait la réussite, c'est cette différenciation, ce produit unique, cette capacité. Et je l'entends bien aussi, cette réussite, elle a vocation aussi à faire école pour les autres secteurs de l'agriculture. Aujourd'hui, la réussite, elle vient de la qualité, de la différenciation et d'un travail de long terme. Et là, nous devons fortement y contribuer, puisque le monde agricole souffre terriblement. On va demander à Nathalie Jaouli, parce que la France insoumise, quand on dit cognac, on imagine beaucoup d'argent, on imagine des producteurs qui gagnent bien leur vie. Comment, quand on est candidate de la France insoumise, on aborde la question de la production de cognac? Je ne pense pas si binaire quand même. Hein. Non, mais je vous pose la question parce que... Les gros producteurs très riches et les autres qui seraient des crèves-la-faim. Non, moi je serais, si je suis députée, la députée du monde agricole dans son entier et dans son ensemble. Et si je reconnais que l'activité cognac est très importante pour faire connaître la région, pour l'ouvrir au monde, ce qui fait que Cognac est connu dans le monde entier, même si c'est une toute petite ville. Je trouve que quelquefois, le traitement apporté aux viticulteurs et surtout aux maisons de cognac est quand même un peu exorbitant. Je veux dire, moi, je serais pour traiter la viticulture dans l'agriculture dans son ensemble, y compris le cognac est déjà... j'étais allée à une réunion sur le CETA et le TAFTA il y a quelques mois. Oui. Je veux dire, oui, c'est déjà une appellation très protégée. Sauf que le cognac est un produit industriel et que du coup, vous ne pouvez pas le traiter au même niveau que les autres domaines agricoles. Mais si je peux me permettre, j'aurais les mêmes exigences auprès des producteurs de cognac et notamment face à un scandale qui risque d'arriver dans pas longtemps, qui est le scandale des pesticides, qui pourrait être proportionnel à celui de l'amiante. Il y a là un collectif de médecins qui vient d'interpeller le préfet. Je pourrais vous donner la lettre. Et je pense que les producteurs de cognac ont un peu des passe-droits soutenus par la FNSEA. Ils font un peu la loi. Et je pense, moi, qu'il faudrait mettre fin à ça. Alors, je voudrais juste une question rapide pour aborder ensuite un autre sujet. On a vu en 2015, là, dans la mandature qui vient de se terminer, le débat à l'Assemblée nationale sur l'assouplissement de la loi E20, donc la publicité sur les alcools. Je vais vous demander rapidement à chacun si ce débat devait revenir à l'Assemblée nationale dans le cadre du mandat à venir. Seriez-vous favorable à un plus grand assouplissement ou pas? Est-ce que la loi aujourd'hui est satisfaisante, Marianne Reynaud-Jean-Didier? Alors il faut être intelligent en ce qui concerne la loi E20. Je pense que le cadre réglementaire qui existe actuellement est plutôt bien. On est monté au créneau quand Marisol Touraine a souhaité durcir ce cadre réglementaire. J'ai rédigé de nombreux courriers à ce sujet et d'ailleurs on a eu gain de cause au final. Mais effectivement, il faut être intelligent dans la façon de faire. Alors le problème surtout, c'est que dans le cognacet, les clubs sportifs pendant des années ont pu être financés aussi grâce à l'argent du négoce. Et avec la loi E20, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il faut la laisser comme elle est ou Sans doute y apporter des petites modifications, mais sans faire trop de promotion et faisons attention parce que l'alcool est aussi, la consommation excessive d'alcool, un fléau sur notre territoire. Sandra Marceau? Moi je suis tout à fait d'accord, je pense que ça correspond pour l'instant on s'est habitué à cette règle-là, bien sûr. Telle qu'elle est. Oui. Madame Jabli? Non, à la France insoumise, on est contre la violence publicitaire, alors sûrement pas pour assouplir la loi. L'assouplissement est intervenu récemment, il me semble, et la situation est quand même plus satisfaisante qu'elle n'était. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet qui concerne votre circonscription, c'est celui de la désertification médicale, parce que selon une étude du Conseil de l'Ordre des médecins, la Charente,
totalité du département, va passer de 249 médecins pour 100 000 habitants à 240 médecins en 2020. C'est-à-dire qu'on va perdre grosso modo 10 médecins en l'espace de 3-4 ans dans les prochaines années par rapport à une population de 100 000 habitants. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, Sandra Marceau, je me tourne vers vous parce qu'Emmanuel Macron a fait de cette question de la désertification médicale un point clé de sa campagne et de ses programmes pour la ruralité. Est-ce qu'il faut construire des maisons médicales? Si oui, comment? Et pour mettre qui dedans? Alors, je pense que c'est un sujet d'ailleurs qui est en débat, notamment mardi soir à l'agglomération, c'était en débat. C'est un sujet qui est majeur, mais je ne pense pas que ça soit la seule réponse, ces maisons de santé en fait. Je crois qu'il faut vraiment pouvoir diversifier. Et depuis le début de la campagne, j'ai été contactée et j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des médecins qui sont d'avis qu'il faut pouvoir diversifier. Donc certes, c'est bien qu'il y ait la puissance publique qui intervienne. Et qui construisent la maison, qui construisent le cadre. Et qui réglemente aussi effectivement qui peut aller dedans, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi laisser les médecins, parce que c'est eux qui viennent ou pas dedans d'ailleurs. On peut construire des belles boîtes et puis il faut qu'à l'intérieur, ça puisse convenir. Donc contrainte ou pas de contrainte pour l'installation des médecins? En tous les cas, contrainte, peut-être pas forcément par rapport à ces maisons médicales, mais je pense qu'il y a d'autres critères, d'autres possibilités à mettre en œuvre et laisser le champ aux médecins libéraux de pouvoir peut-être eux-mêmes avoir des facilités pour construire leurs groupes médicaux. Ou, qui existe déjà. En tous les cas, plus le faciliter. Oui. Daniel Sauvêtre, vous qui êtes maire de Régnac, aujourd'hui, comment vous percevez cette question? Parce que justement, sur la seconde circonscription, on a des exemples magnifiques de médecins qui se sont pris en charge. Je pense à Segonzac, où très tôt, ils ont souhaité par eux-mêmes se réunir. La collectivité est venue ensuite en relais, et là on a un bel exemple de réussite, justement parce que l'initiative était de la part des professionnels, le relais a été public, et l'ensemble a permis aujourd'hui d'avoir une maison médicale qui répond pleinement aux attentes des citoyens et qui permet même de devenir attractif pour l'implantation de nouveaux médecins. Donc il faut laisser la liberté aux médecins de gérer un peu? Non, il faut toujours qu'il y ait les deux ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait à la fois l'initiative libérale et il faut qu'il y ait cette intervention de la collectivité. Mais au final, c'est bien le médecin libéral qui assume sa part de coût. Mais c'est en train de se faire à Chalais, ça se fait dans plusieurs points aujourd'hui de la circonscription, mais il faut aller plus loin. Moi, j'ai vu les médecins qui me disent, oui, mais il faudrait quand même qu'on ait quand même quelque chose en plus, et que pour obtenir totalement pour maintenir cette liberté d'installation des médecins là où ils le souhaitent, il faudrait qu'après leur formation, ils doivent quelque part avoir 2 à 3 années où ils s'obligent à passer dans des zones en voie de désertification, qui pourrait également donner lieu à un tutorat de la part des médecins et qui peut-être, grâce à ces maisons médicales, permettra à ce qu'ensuite ils s'installent librement dans nos zones rurales. Ils s'obligent, vous dites, c'est ça? Oui. Moi, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui les empêche de s'obliger déjà alors? Aujourd'hui, ils ont une totale liberté d'installation. Voilà, si jamais la condition d'avoir la liberté d'installation passée par, après le diplôme, 3 années de passage en zone de désertification, c'est un moment possible de rendre il faut contraindre, Nathalie Jablé, il faut contraindre les médecins à venir en zone rurale. Nous, on n'est pas pour les contraintes, mais on est pour les contrats. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu parler de notre proposition, c'est de payer déjà d'augmenter le numerus clausus qui a été dangereusement réduit. Ça, il a été augmenté. De financer les études des nouveaux médecins, et en contrepartie, ils s'engagent à aller dans les zones rurales, parce que c'est bien beau de faire des maisons de santé, mais s'il n'y a personne à mettre dedans, on va retomber dans l'impasse, et la situation à l'hôpital est aussi catastrophique. Donc, je dis un peu la même chose, a déjà été fait. Limité de 3 ans. Ce que vous dites a déjà été fait. Le conseil départemental en Charente a fait des bourses d'aide pour les jeunes médecins, et sur 10 bourses qui ont été attribuées, il y en a 8 qui ont été remboursées par les médecins. Donc on voit bien que l'aide financière directe par les médecins eux-mêmes, c'est-à-dire nous on vous propose un système. Ils ont préféré rembourser l'aide plutôt que de venir s'installer en Charente. J'ai vu que François Bonneau voulait une première année de médecine à Angoulême. Ça c'est en cours, ça a été travaillé notamment par Xavier Bonnefond à Angoulême. Mais ça peut marcher? Déjà, ça va faire découvrir le territoire. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'un jeune médecin ne s'installe jamais là où il ne connaît pas. Et moi, j'irai un peu plus loin. On voit bien qu'un médecin qui fait santé navale, par exemple, par l'armée, il doit 10 ans
à l'armée. Pourquoi un médecin généraliste, il ne serait pas dans la même situation? Et il y a un autre paramètre très important qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, les étudiants en médecine que j'ai rencontrés, puisque j'ai développé un contrat local de santé, il y en a 9 sur 10 qui veulent être salariés. Parce que je rappelle que vous êtes maire adjoint à en charge Cognac, des solidarités. en charge de solidarité. J'ai beaucoup travaillé avec l'association des médecins de la région de Cognac sur les questions d'implantation. Et il y a tout un tas de problèmes connexes qu'il faut prendre en compte. Les problèmes avec les gardes en Charente-Maritime où ils ne font pas de garde et nous, on a des gardes, donc il y a de la concurrence déloyale. Les problèmes d'emploi des conjoints, parce qu'il y a des médecins qui viennent, si les conjoints ne trouvent pas de travail, ils repartent. C'est un problème plus global. J'aimerais qu'en 3 minutes, c'est le temps qui nous reste. Que 9 sur 10 souhaitent s'installer en étant salariés. Ça veut bien dire qu'il y a un problème de revalorisation de l'exercice libéral de la médecine. Je voudrais juste qu'on parle en 3 minutes de l'école. Parce qu'Emmanuel Macron, Sandra Marceau, a dit qu'il voulait un moratoire. C'est ce qu'il a dit sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes lorsqu'il est venu entre les deux tours à Poitiers, sur les écoles rurales, les classes uniques. Aujourd'hui, comment on fait pour ne pas fermer les écoles rurales sans prendre le risque d'avoir des sureffectifs dans les écoles urbaines? Non, mais il est évident qu'il va falloir creuser cette question et que ça sera aux parlementaires, dans un groupe majoritaire à l'Assemblée, à le travailler. Et que si jamais il reste que 4 élèves dans une classe, le moratoire, ça ne tient pas, évidemment. Mais je crois qu'il va falloir avoir une analyse fine parce que ça fait partie des questions d'aménagement du territoire. Les questions médicales, c'est une chose. Les services, notamment comme l'éducation et toutes les classes à maintenir, ça fait vraiment partie des questions d'aménagement du territoire. Et je voudrais dire que moi, je pense qu'il faut voir plus haut. C'est que si on ne désenclave pas nos territoires, ils ne seront pas attractifs. Et donc les médecins, on aura beau faire des belles maisons, leurs femmes, elles ne voudront pas venir. Il nous reste 2 minutes. Et je voudrais que tout le monde ait un temps pour s'exprimer sur cette question des écoles. On peut faire plus et mieux que ce qui a été fait sous le quinquennat de François Hollande. Alors il y a quand même un dispositif qui a été très bien fait sous le quinquennat de François Hollande, c'est plus de maîtres que de classes, avec le dédoublement des instituteurs sur les zones d'éducation prioritaire, ce qui était le cas à Croix, à Cognac. Et ça rejoint en fait la proposition de dédoubler les classes. Alors après, il reste un problème de bâti, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron dit on va faire des classes à 12. Aujourd'hui, on n'a pas techniquement les locaux pour accueillir les enfants. Il n'y a pas qu'une question de locaux, il y a une question d'enseignants. Je ne vois pas comment on peut maintenir des classes et dédoubler les effectifs sans embaucher des enseignants. Et effectivement, la question de l'implantation des écoles est aussi une question plus large, entre dans une question plus large d'aménagement du territoire. Plutôt qu'un moratoire, je pense qu'il faut accompagner les élus pour qu'ensemble ils réfléchissent à la meilleure façon d'avancer et de mutualiser leurs moyens. Essayer d'encourager les regroupements pédagogiques. Surtout de penser à la logistique, au transport, et qu'il y ait... Et il y a les contrats de ruralité aussi. Il faut soutenir les élus dans ce travail-là parce que c'est extrêmement complexe. Ou une compétence intercommunale des écoles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est déjà terminé. Rendez-vous évidemment le 11 juin pour le premier tour de ces élections législatives dans le département de la Charente comme partout en France. Je vous représente le nom des candidats qui sont donc sur cette circonscription. Ils sont 12 au total. Vous revoyez les noms de tous ceux qui sont présents dans ce scrutin, en plus de ceux qui, bien sûr, étaient présents sur notre plateau. La semaine prochaine, nous terminerons notre série de débats sur les législatives en Poitou-Charentes par le département des Deux-Sèvres et nous passerons en revue 2 circonscriptions, la première et la deuxième. Vous pouvez bien entendu retrouver tous ces débats et l'ensemble de l'actualité de la campagne des élections législatives sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.